Chapitre 1, Lien du sang. Russell Boyd connaissait la mort comme un vieil ami. 15 ans dans les forces spéciales lui avaient appris à la reconnaître. Le silence avant le chaos, le poids des regards qui l'observent. Il avait ressenti cette même lourdeur à son retour après son 4e déploiement. L'étreinte de sa femme Adrienne lui semblait répétée lorsqu'il franchit la porte de leur modeste maison de Virginie. Leur fils Travis, aujourd'hui âgé de 14 ans, restait dans le couloir, une lueur de défiance dans le regard, absente des appels vidéo. « Bienvenue à la maison, soldat », dit Adrienne, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Russell remarqua les boucles d'oreilles inconnues, le subtil changement de parfum. Content d'être de retour, mentit-il en posant son sac de voyage. Quelque chose clochait chez lui. Il le sentait jusqu'au plus profond de lui-même. Ce soir-là, Russell déballa ses bagages pendant qu'Adrien préparait le dîner. En rangeant ses affaires dans le placard, il découvrit la montre de sa femme cachée sous ses pulls. Ce n'était pas le sien, rien de ce qu'il avait déjà vu. Il le mit dans sa poche sans un mot, l'esprit déjà occupé à calculer, à évaluer. La conversation au dîner fut tendue. Adrien parla de son nouveau travail à l'agence immobilière, de l'école de Travis, des voisins. Russell hocha la tête, mais il observait Travis, qui touchait à peine à sa nourriture. « Tout va bien, fiston ?» demanda Russell. Travis leva les yeux, puis détourna rapidement le regard. « Ouais, très bien. Juste le stress des devoirs. » Russell n'insista pas. Il avait appris la patience en Afghanistan. L'information arrivait à ceux qui attendaient. Plus tard dans la semaine, Russell suivit Adrienne à ce qu'elle prétendait être une réunion avec des clients. Au lieu de cela, elle se rendit dans un restaurant chic de l'autre côté de la ville. Par la fenêtre, Russell la vit enlacer un homme grand et à l'allure militaire. L'homme portait un costume coûteux, mais Russell reconnut sa posture, sa conscience de la situation. C'était quelqu'un qui avait servi. Une vérification rapide de la plaque d'immatriculation auprès d'un ancien contact de l'armée révéla qu'il s'agissait de Liam Reynolds, ancien marine, travaillant désormais pour une société de sécurité privée sous contrat avec l'État. La même entreprise qui assurait la sécurité de la base militaire où Russell était stationné. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place, mais Russell avait besoin de plus d'informations. Il devait comprendre toute l'ampleur de ce qu'il attendait avant d'agir. Il installa de petites caméras dans la maison et installa un logiciel de surveillance sur les appareils familiaux. En quelques jours, il reçut ses SMS de confirmation, ses appels et ses photos. Adrien et Reynolds se fréquentaient depuis plus d'1 an. Mais autre chose le préoccupait. Des allusions à l'unité de Russell, à son calendrier de déploiement, à des détails de mission qui auraient dû être classifiés. Puis vinrent les mentions d'un gros coup et d'un plan de retraite. Reynolds soudoyait Adrien pour obtenir des informations, l'utilisant pour obtenir quelque chose de précieux. Le dernier déploiement de Russell avait consisté à sécuriser une cargaison de matériel militaire spécialisé. Les itinéraires du convoi, les protocoles de sécurité, autant d'informations qui semblaient intéresser Reynolds. Russell voyait son fils se replier sur lui-même chaque jour. Le garçon savait quelque chose, mais la peur le gardait silencieux. « Travis », dit Russell un soir, trouvant son fils seul dans le jardin. « Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas ? » « Tout. » Travis regarda son père, le regard hanté. « Je ne peux pas, papa. » « Je ne peux tout simplement pas », Russell hocha la tête et posa une main sur l'épaule de son fils. « Quand tu seras prêt, alors. » Cette nuit-là, Russell entendit Travis pleurer dans sa chambre. Debout devant la porte, il écoutait sa main sur la poignée. Puis il entendit Travis murmurer dans son téléphone, « Je ne peux pas continuer comme ça, Liam. C'est mon père. » Le sang de Russell se glaça. Reynolds avait aussi eu affaire à son fils. Chapitre 2. Les ombres d'une trahison. Russell commença à cartographier les liens entre Reynolds et sa femme, découvrant un réseau qui allait au-delà d'une simple liaison. Reynolds avait 3 frères, tous anciens militaires, travaillant tous pour diverses entreprises de sécurité. Les relevés téléphoniques montraient des contacts réguliers entre Adrien et 2 des frères, Derek et Cole Reynolds.
Lorsque Russell mentionna avoir croisé un vieil ami qui travaillait maintenant dans la sécurité privée, la réaction d'Adrienne fut révélatrice. Un moment de panique s'installa rapidement, suivi de questions inquisitrices sur les propos de l'ami. « Je fais juste le point », lui dit Russell en la regardant se détendre. « Je pourrais peut-être me pencher sur ce genre de travail moi aussi à la fin de mon contrat l'année prochaine. » « Vraiment ?» dit Adrienne d'une voix trop décontractée. « Je croyais que tu étais militaire de carrière. »« Il est temps de penser à l'avenir », répondit Russell en scrutant son visage. « Gagner de l'argent, pour changer. » Ce soir-là, il la trouva au téléphone dans la salle de bain, chuchotant d'un ton pressant. « Il sait quelque chose », disait-elle. « Non, je ne pense pas qu'il soit au courant pour nous, mais il a parlé de sécurité privée. Il faut agir plus vite. » Russell commença à parcourir ses derniers dossiers de déploiement. Son unité avait été chargée d'escorter une cargaison anonyme d'un centre de recherche vers un lieu sûr. Le manifeste officiel mentionnait du matériel électronique, mais Russell était dans l'armée depuis assez longtemps pour savoir quand il transportait quelque chose qui n'existait pas officiellement. Quoi qu'il en soit, c'était suffisamment précieux pour que Reynolds orchestre un plan élaboré pour y parvenir. Suffisamment précieux pour retourner la femme de Russell contre lui et manipuler son fils. Russell découvrit que Reynolds avait été renvoyé des marines pour déshonneur 5 ans plus tôt pour avoir vendu des informations classifiées. Ses frères avaient tous quitté leurs branches respectives dans des conditions similaires. Ils évoluaient désormais dans un monde obscur, entre travail de sécurité légitime et mercenaires purs et durs. Ce qui troublait le plus Russell, c'était l'implication de Travis. Le garçon était renfermé, vérifiant constamment son téléphone, sursautant dès que Russell entrait dans une pièce. Un après-midi, Russell rentra tôt et trouva Travis en train de fermer précipitamment son ordinateur portable. « Projet scolaire ?» demanda Russell. « Oui » marmonna Travis, sans le regarder dans les yeux. Cette nuit-là, Russell accéda à distance à l'ordinateur portable de Travis. Ce qu'il trouva le glaça. Reynolds envoyait des messages à Travis depuis des mois. Mort à la place. Elle tressaillit. Je n'ai jamais cru qu'il te ferait du mal. Je pensais que ce serait simplement voler des informations. Technologie, pas le meurtre. Vous saviez exactement ce qu'il planifiait. Adrien, ne me mens pas maintenant. Pas après tout. Des larmes ont rempli ses yeux. Tu as raison. Je savais et je n'ai rien fait pour l'arrêter. Je me suis convaincue que ce n'était pas réel, que cela n'arriverait jamais. Elle essuya les yeux. Comment se sent Travis ? Dit Russell. Non merci à vous. Voulez-vous me laisser le voir une seule fois ? L'expression de Russell s'est endurcie. C'est sa décision, pas la mienne. Je ne l'ai jamais rencontré, mais Liam prenait soin de ne pas le contrarier. Si ce professeur pense que tu es un handicap, je peux me débrouiller seul, dit Russell. Et Travis, je sais que tu peux, répondit-elle. Fais juste attention à tes arrières. Russell quitta la prison avec des sentiments mitigés. Adrienne semblait sincèrement rongée par les remords, mais cela ne changeait rien à ses choix, aux dégâts qu'elle avait causés, et maintenant il y avait cette nouvelle information sur le professeur, une autre menace potentielle à surveiller. Il appela le major Wilson dès qu'il arriva à sa voiture. Adrien mentionna que quelqu'un du réseau de Reynolds avait appelé le professeur, expliqua Russell. Quelqu'un que même Reynolds voyait avec prudence. Est-ce que cela a été évoqué dans l'enquête ? Wilson garda le silence un instant. Oui, mais c'est classifié. Comment a-t-elle su ça ? Reynolds a parlé de lui, apparemment. Que savons-nous ? Pas grand-chose, admit Wilson. Une formation universitaire, probablement enseignant dans une université du Nord-Est. Expert en systèmes d'armes avancées, notamment en intégration d'IA. Nous avons des communications électroniques, mais aucune identité claire. Est-il une menace persistante ? Honnêtement, on ne sait pas. Le FBI a pris les choses en main sur ce point. Aux dernières nouvelles, ils avaient réduit la liste à 3 ou 4 suspects, tous dotés de l'expertise et des relations nécessaires. Russell a traité l'affaire. J'ai besoin de savoir s'il représente une menace pour Travis. Je passerai quelques appels, a promis Wilson. Je verrai ce que je peux trouver.
En attendant, reste vigilant. Après avoir raccroché, Russell était assis dans sa voiture, réfléchissant aux implications. Juste au moment où il semblait sur le point de trouver une solution, une nouvelle complication est apparue. Il n'avait pas mentionné le professeur à Travis, ne voulait pas donner au garçon de nouvelles raisons de s'inquiéter, alors qu'il commençait à se sentir à nouveau en sécurité. Mais si cette personne était aussi dangereuse que Reynolds l'avait sous-entendu à Adrien, alors Russell devait se préparer. Pas seulement pour sa propre sécurité, mais aussi pour celle de Travis. Ce soir-là, alors que Russell aidait Travis à faire ses devoirs, son téléphone sécurisé a sonné. Le numéro était bloqué. Boyd, a-t-il répondu en se dirigeant vers l'autre pièce. C'est dur, a dit la voix familière. Il faut qu'on parle en personne. De quoi? Du professeur ce soir. Même hôtel, même chambre. 1 heure. L'appel s'est terminé avant que Russell puisse répondre. Il fixait le téléphone, l'esprit affolé. Comment Hardgrove avait-il su pour le professeur? Et pourquoi le contacter maintenant? Russell s'était arrangé pour que Brian reste avec Travis, expliquant seulement qu'il avait une urgence professionnelle. Travis avait l'air inquiet, mais ne posa aucune question. Un autre signe du traumatisme persistant, cette peur constante que les menaces puissent ressurgir à tout moment. Je ne serai pas long, promit Russell. Brian restera jusqu'à mon retour. Procédure standard en cas de problème. Travis hocha la tête. Leur mot de passe pour les protocoles d'urgence établis par Russell. Itinéraire vers des refuges, méthode de contact, point de rendez-vous s'ils étaient séparés. L'hôtel Renaissance était plus calme cette fois, la foule du soir moins dense. Russell prit les mêmes précautions, approchant la chambre 1242 par un chemin détourné, attentif aux moindres signes d'embuscade. Hargrove était de nouveau seul, l'air plus hagard que lors de leur précédente rencontre. Merci d'être venu, dit-il à Russell en entrant. S'il vous met en relation avec nous, cela lui donne l'influence qu'il recherchait. Russell y réfléchit. Vous ne me dites pas tout. Côté Hargrove. Non. La vérité, c'est que le professeur était le principal bailleur de fonds de Reynolds. La technologie que Reynolds cherchait à acquérir n'était pas réservée à Meridian ou à des acheteurs étrangers. Elle était principalement destinée à l'activité du professeur. Nous étions un marché secondaire, un moyen pour Reynolds de maximiser ses profits. Quelle opération? Nous n'en connaissons pas les détails. Quelque chose impliquant des systèmes d'armes autonomes avec une IA intégrée au-delà de la pointe de la technologie. Et maintenant, il fait le ménage, conclut Russell, éliminant les éléments manquants comme moi qui pourraient le relier à Reynolds. Exactement. C'est pourquoi je vous préviens. Russell a fermé un dossier. Sa décision est prise. J'ai besoin de tout ce que vous avez sur lui. Chaque renseignement, chaque lieu suspect, chaque associé. Cela ne fait pas partie de notre arrangement. Hargrove protesta. Ça l'est maintenant. Russell dit, à moins que vous ne préfériez que j'aille au FBI pour leur parler de l'implication de Meridian avec Reynolds. Je suis sûr qu'ils seraient très intéressés, surtout avec leur enquête en cours sur le professeur. Hargrove l'observa avant d'acquiescer à contre-cœur. Je vais vous faire remettre un dossier complet. Mais comprenez bien, Boyd. Le professeur n'est pas comme Reynolds. Ce n'est ni un soldat ni un mercenaire. C'est quelque chose de bien plus dangereux. Qu'est-ce que c'est? Un vrai croyant, dit Hargrove. Quelqu'un qui pense que son travail est si important que n'importe quel prix vaut la peine d'être payé, n'importe quelle vie vaut la peine d'être sacrifiée. Le genre d'adversaire le plus dangereux. Russell quitta l'hôtel avec un dossier, l'esprit déjà en train d'élaborer un plan. Pendant trop longtemps, il avait été réactif, répondant aux menaces au fur et à mesure qu'elles apparaissaient. Il était temps de prendre l'initiative de mettre fin définitivement à ce cycle de danger. Le professeur avait commis une grave erreur en recherchant Russell. Il s'était révélé, avait créé une piste qui pouvait être remontée jusqu'à sa source. Et Russell avait passé 15 ans à apprendre à suivre ces pistes, comment retrouver ceux qui ne voulaient pas être retrouvés. Le chasseur était sur le point de devenir la proie. Chapitre 9, le jugement dernier. Le dossier complet arriva le lendemain matin,
un paquet numérique sécurisé livré par courrier. Russell passa des heures à le parcourir, dressant méthodiquement le profil de celui que l'on appelait le professeur. Le docteur Elias Chambers, ancien chercheur de la Defense Advanced Research Project Agency, DARPA, licencié pour avoir défendu des systèmes d'armes autonomes au-delà des normes éthiques. Poste actuel, professeur titulaire de robotique avancée dans une université de l'Ivy League, il a publié de nombreux articles sur les réseaux neuronaux et les applications de l'apprentissage automatique dans les systèmes d'armes. Plus inquiétant encore étaient ses relations, d'anciens agents de renseignement, des trafiquants d'armes au marché noir, des entrepreneurs militaires à l'éthique douteuse. Un réseau qui s'étendait sur plusieurs continents. Tous au service de la vision de Chambers d'une révolution dans les technologies de guerre. Reynolds n'était qu'un atout parmi d'autres dans ce réseau, chargé d'acquérir les composants spécifiques dont Chambers avait besoin pour son prototype. Reynolds étant emprisonné, Chambers dirigeait désormais personnellement les efforts pour régler les derniers détails, y compris Russell et potentiellement Travis. Le premier réflexe de Russell fut de transmettre cette information au FBI et de les laisser gérer Chambers par les voies officielles. Mais le dossier révéla une autre complication. Chambers avait des protecteurs au sein du gouvernement, d'anciens collègues qui croyaient en son travail malgré ses implications éthiques. Toute enquête officielle déclencherait des avertissements, donnant à Chambers le temps de disparaître. Non, cela nécessiterait une approche plus directe. Russell passa la semaine suivante à se préparer minutieusement. Il installa un logement sécurisé pour Travis dans une école militaire fréquentée par le fils d'un autre agent des forces spéciales, un lieu doté de protocoles de sécurité conçus pour protéger les enfants des membres du personnel potentiellement ciblés. Ce n'est que pour quelques semaines, expliqua Russell en déposant Travis comme dans un programme d'entraînement spécial. Jason sera là avec toi. Travis parut sceptique, mais résigné. Est-ce à propos de ce que maman a dit? Le professeur. Russell n'aurait pas dû être surpris que Travis ait entendu sa conversation avec Wilson. Le garçon avait développé une conscience situationnelle aiguë grâce à une expérience difficile. Oui, admit Russell. Il y en a encore un qui se détache et je dois le rattacher. Ensuite, ce sera vraiment fini. Travis étudia son Chambers ouvrit la bouche, pressant son arme contre la tempe de l'homme. Chambers se réveilla instantanément, les yeux écarquillés de peur. Docteur Chambers, dit doucement Russell. Ou préférez-vous le professeur? Il faut qu'on parle. Russell installa Chambers sur une chaise dans son bureau, où l'insonorisation pour les visioconférences empêcherait tout bruit d'alerter les voisins. Russell boyait. Je suppose, dit Chambers, remarquablement calme malgré la situation. Je vous attendais, mais pas tout à fait comme ça. Vous me cherchiez, répondit Russell. Maintenant, vous m'avez trouvé. En effet, l'agent des forces spéciales qui a fait capoter des années de planification, des millions d'investissements. Le père qui n'a pas fermé les yeux lorsque sa famille a été menacée. En parlant de menaces, Russell dit, j'ai entendu votre conversation téléphonique. Plus que 3 jours avant que vous ne procédiez quoi qu'il arrive. Tu veux bien m'expliquer ce que ça signifie pour mon fils? Chambers proposa une éventualité que je préférerais ne pas mettre en œuvre. Russell serra son arme. Tu ne mettras rien en œuvre une fois que j'en aurai fini. Avant de faire quelque chose d'irrévocable, monsieur le vide. Peut-être devriez-vous considérer la situation dans son ensemble. Chambers fit un signe de tête vers son ordinateur. Vérifiez les fichiers marqués prometteux. Voyez ce que Reynolds m'aidait vraiment à acquérir. Contre son gré, Russell accéda aux fichiers, gardant Chambers dans son champ de vision. Les documents détaillaient un système de défense autonome conçu pour identifier et neutraliser les menaces avant qu'elles ne se matérialisent. Attentats terroristes, fusillades de masse, voire coup d'état militaire. Vous construisez une arme d'IA, dit Russell. Je construis un bouclier, corrigea Chambers. Un système qui pourrait sauver des milliers de vies, prévenir les conflits avant qu'ils n'éclatent en donnant à un algorithme le pouvoir de décider qui vit et qui meurt. En supprimant l'erreur humaine et l'émotion des décisions de sécurité critiques, Chambers se pencha aussi loin que ses limites le lui permettaient. Imaginez un monde où le prochain être humain serait identifié et neutralisé avant qu'il ne soit tué. Tu as raison sur un point, dit finalement Russell.
Je veux un monde plus sûr, surtout pour mon fils. Il a levé son arme, et cela commence par éliminer les menaces comme vous. Le sang-froid de Chambers s'est effondré. Vous feriez une terrible erreur. Mon travail est trop important. La technologie est déjà développée. Le réseau est établi. Me tuer ne l'arrêtera pas, je ne vais pas vous tuer, a déclaré le professeur Russell en baissant son arme. Je vais vous dénoncer. Il a brandi un petit appareil. Tout ce que vous avez dit au cours de la dernière heure a été enregistré. Vos dossiers ont été copiés. D'ici demain matin, le FBI, la sécurité intérieure et le conseil d'administration de l'université auront tous des preuves détaillées de votre opération, de vos méthodes et de vos menaces contre une famille de militaires. Ils les enterreront, a déclaré Chambers avec désespoir. J'ai des relations, des gens qui comprennent l'importance de mon travail. Certains pourraient essayer, a reconnu Russell. Mais j'ai moi-même appris quelques trucs sur l'influence. Les dossiers ont également été transmis à certains médias, aux commissions de surveillance du Congrès et aux services de renseignement militaire. Trop de canaux pour les supprimer complètement, a-t-il conclu en se levant et en empochant l'appareil d'enregistrement. Votre carrière est terminée, professeur. Votre réseau sera démantelé. Votre technologie sera saisie, tu passeras le reste de ta vie dans une prison fédérale à te demander où tu as fait ton erreur. Ils s'en prendront à toi, prévint Chambers. Mes associés, mes bailleurs de fonds, ont des ressources inimaginables. Qu'ils viennent, répondit calmement Russell. J'attendrai. Mais comprends bien ceci. Si quelque chose arrive à mon fils, s'il fait ne serait-ce qu'un cauchemar à cause de toi ou de ton peuple, il n'y aura aucun endroit sur terre où tu pourras te cacher de moi. Et la prochaine fois, je ne serai pas aussi clément. Russell laissa Chambers attaché à sa chaise, les preuves déjà transmises aux destinations qu'il avait choisies. Le temps que le professeur soit retrouvé, il serait trop tard pour limiter les dégâts. 3 jours plus tard, la nouvelle tombait. Le docteur Elias Chambers, universitaire et consultant en défense respecté, était arrêté pour conspiration, développement illégal d'armes, espionnage et menaces envers la famille d'un officier fédéral. Son réseau se défaisait, ses associés s'efforçant de prendre leur distance ou de négocier des accords. Russell regardait la couverture depuis l'école militaire où il avait retrouvé ses proches. Avec Travis. Le garçon semblait plus léger, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. Est-ce vraiment fini cette fois, demanda Travis tandis qu'il préparait ses affaires. Russell hocha la tête. L'opération Chambers s'est interrompue. Ceux qui le protégeaient ont peur. Il n'y a plus personne pour nous menacer. Et maman ? Elle est là où elle doit être, dit Russell, purgeant sa peine, confronté aux conséquences de ses choix. La reverrai-je un jour ? Russell posa une main sur l'épaule de son fils. C'est à toi de voir quand tu seras prêt. Elle reste ta mère malgré tout. Mais personne ne t'obligera à avoir des contacts si tu ne le souhaites pas, Travis réfléchit. Peut-être un jour, pas maintenant. Ou que tu décides, quand tu le décideras, je te soutiendrai. Sur le chemin du retour, Travis posa la question que Russell attendait. Que va-t-il nous arriver maintenant, papa ? Russell y avait longuement réfléchi. J'ai demandé une affectation d'entraînement dans le Colorado. Division de montagne, nouvel endroit, nouvelle étoile pour nous deux. Si ça te convient, Travis regarda un paysage qui défile. Ouais, je crois que j'aimerais ça. Russell sourit, ressentant un véritable espoir pour la première fois depuis des mois. La route ne serait pas facile. Il y aurait des cicatrices, des souvenirs indélébiles. Mais ils y feraient face ensemble. Père et fils, survivants d'une trahison qui n'avait pas réussi à les briser. Quant à Adrien, Reynolds, Chambers et tous les autres qui avaient comploté contre eux, ils étaient des fragments d'un passé qu'il valait mieux laisser derrière soi. Russell avait protégé l'essentiel, avait montré à Travis que certains liens ne pouvaient être brisés, même par la trahison la plus profonde. C'est le Colorado. Puis Russell dit, il est temps d'ouvrir le chapitre suivant. Travis sourit, un sourire sincère qui lui monta aux yeux. Je suis prêt si tu le es. Et pour la première fois depuis cette nuit-là, il avait entendu l'avertissement de Travis au téléphone.
Russell croyait sincèrement qu'il s'en sortirait. Et voilà. Une autre histoire se termine. D'abord en se faisant passer pour un ami, puis comme un mentor, lui soutirant peu à peu des informations sur l'emploi du temps de Russell, ses habitudes, les détails de son déploiement. Récemment, les messages avaient pris une tournure plus sombre, avec des menaces à peine voilées envers Travis et Russell si le garçon ne coopérait pas. Russell serra les dents en lisant le dernier échange. Reynolds, ta mère et moi avons besoin de ces informations sur le prochain itinéraire du convoi de ton père. C'est important. Travis, je te l'ai dit. Il ne parle pas travail avec moi. Reynolds, demande-lui. Invente un projet scolaire. Dis que tu es fier de lui. Peu importe. Ça marche. On doit savoir. Travis, qu'est-ce que tu vas faire? Reynolds, rien de grave si tout se passe comme prévu. Mais si ce n'est pas le cas, souviens-toi de ce que je t'ai dit sur ce qui arrive aux familles de soldats qui nous gênent. Russell ferma l'ordinateur, sa décision prise. Reynolds et ses frères préparaient quelque chose pour sa prochaine mission de convoi, probablement une embuscade pour voler ce qu'ils transportaient. Ils utilisaient Travis comme informateur, le menaçant pour s'assurer de sa coopération. Le lendemain matin, Russell appela son commandant pour demander une rencontre hors de la base. Le major Harvey Wilson connaissait Russell depuis 12 ans, après 3 missions de combat. « Que as-tu en tête, Boyd » demanda-t-il alors qu'ils étaient assis dans un restaurant à 20 mètres d'une base. « J'ai besoin de parler de la prochaine mission de transport » dit doucement Russell. « Je pense qu'il y a une faille de sécurité » l'expression de Wilson se durcit. « Quel genre de faille ?»« Personnel » répondit Russell. « Ma femme fréquente quelqu'un. » Un ancien marine nommé Liam Reynolds. La tasse de café de Wilson s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. « Reynolds, tu es sûr ?» Russell hocha la tête. « Il m'a posé des questions sur mes plannings de déploiement, les itinéraires des convois. Et comment rejoindre mon fils ?» Wilson reposa sa tasse avec précaution. « Reynolds et ses frères étaient sur notre radar. Ils sont soupçonnés d'avoir attaqué des cargaisons militaires dans 3 États, mais nous n'avons jamais pu le prouver. S'ils visent votre convoi, » il marqua une pause. « Que sait-il exactement ? » C'est ce que je dois découvrir, dit Russell. Et ensuite, j'ai besoin de votre aide pour tendre un piège. Chapitre 3. L'avertissement. Le plan était simple mais risqué. Russell fournirait à Travis des informations soigneusement sélectionnées sur un convoi à venir. Des informations qui sembleraient précieuses à Reynolds, mais qui le mèneraient, lui et ses frères, dans une embuscade de la police militaire. Russell détestait utiliser son fils de cette façon. Mais il avait besoin de savoir à quel point Travis était impliqué, si le garçon était un participant consentant ou une victime de manipulation et de menaces. Il mentionna le convoi à Travis avec désinvolture au petit déjeuner. Vendredi prochain, escortant une nouvelle technologie sophistiquée jusqu'à Fort Benning. La cuillère de Travis se figea à mi-chemin de sa bouche. Quel genre de technologie ? Je ne peux pas en dire beaucoup, dit Russell en observant attentivement son fils. Mais c'est suffisamment important pour que je sois le point de mire. Route 29 presque tout le chemin. Des trucs classiques. Travis hocha la tête, les yeux rivés sur son téléphone à côté de son assiette. Cette nuit-là, Russell surveilla les messages de Travis à Reynolds. Travis, papa mène un convoi vendredi prochain, route 29 jusqu'à Fort Benning. Il dit que c'est une nouvelle technologie sophistiquée. Reynolds, bon travail. Des détails sur le calendrier ou les mesures de sécurité ? Travis, il ne l'a pas dit, mais c'est lui le point de mire, quoi que ça veuille dire. Reynolds, ça veut dire qu'il est dans le véhicule de tête. Parfait. Ta mère et moi apprécions ça, Travis. Une fois que ce sera fait, tout sera prêt. Toi, moi et ta mère, on pourra recommencer quelque chose de nouveau. La réponse de Reynolds confirma ce que Russell soupçonnait. Il prévoyait de frapper le convoi. Et Adrien était pleinement complice. Il prévoyait même d'emmener Travis par la suite. Le lendemain, Russell rencontra le major Wilson et une petite équipe d'officiers de confiance pour finaliser leur plan. Ils mettraient en place un convoi leur pendant que la vraie cargaison emprunterait un itinéraire alternatif.
Reynolds et ses frères se retrouveraient pris au piège. Mais cette nuit-là, tout changea. Russell était dans son bureau lorsque Travis apparut dans l'embrasure de la porte, pâle et tremblant. « Papa » dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « J'ai quelque chose à te dire. » Russell lui fit signe d'entrer et referma la porte derrière lui. « Qu'est-ce qu'il y a, fiston ?» Travis s'effondra, les larmes aux yeux. « J'ai parlé à Liam, l'ami de maman. Tu m'as obligé à lui parler de toi, de ton travail. » « Je sais, » dit doucement Russell. Travis leva les yeux, choqué. « Tu sais, je le savais depuis un moment. Je veux voir jusqu'où ça irait, ce qu'ils préparaient. »« Ils vont te faire du mal, papa, » dit Travis d'une voix brisée. « Liam et ses frères. Ils veulent ce que tu transportes la semaine prochaine. Ils m'ont obligé à les aider. » Russell prit son fils dans ses bras. « Tout va bien. J'ai un plan. Les informations sur le convoi que j'ai mentionné étaient fausses. On leur tend un piège. » Travis se raidit dans ses bras. « Non, papa. Tu ne comprends pas. Ils savent. Ils savent que tu soupçonnes quelque chose. Maman dit à Liam, tu as posé des questions. Ils changent leur plan. Ils viennent ici ce soir. Ils vont me forcer à t'appeler pendant que tu patrouilles. Te dire qu'il s'est passé quelque chose à la maison, pour que tu reviennes seul. » L'esprit de Russell s'emballa. Si Reynolds était au courant du piège, alors toute l'opération était compromise. Pire encore, ils allaient porter le combat chez lui, où Travis se trouvait quand Russell a exigé ce soir. Maman est partie il y a 1 heure pour retrouver Liam. Ses frères sont censés venir ici à minuit. Je suis censé t'appeler à 00h30, après le début de ta patrouille. Russell consulta sa montre. 23h15, il avait 45 minutes. Écoute-moi bien, dit Russell en saisissant Travis par les épaules. Voilà ce qu'on va faire. À minuit, Russell avait contacté le major Wilson pour lui expliquer le changement de situation. Puis il se posta dans l'ombre du salon, son arme de service prête. Il avait envoyé Travis se cacher dans la cellule de sécurité du sous-sol qu'il avait installée des années auparavant, avec la consigne stricte de ne pas en sortir avant que Russell ne vienne le chercher. À 00h10, le téléphone de Russell vibra, un message de son système de sécurité lui parvint. 3 hommes s'approchaient de la porte de derrière. Grâce à la caméra de son téléphone, il reconnut Derek et Cole Reynolds, ainsi qu'un 3e homme qu'il ne connaissait pas. Ils se déplaçaient avec une précision militaire, vérifiant leur ligne de visée, communiquant par signe de la main. Ils pensaient avoir affaire à une maison vide, s'attendant à ce que Travis soit le seul à y être. À 12h30, le téléphone de Russell sonna. C'était Travis. « Vas-y, fiston, » dit Russell doucement. « Répète ton texte comme on s'est entraîné. » La voix de Travis tremblait, convaincante. « Papa, le petit ami de maman dit qu'il connaît l'itinéraire de ton convoi. Ses frères attendent pour te tendre une embuscade. Ils m'ont obligé à appeler pour te piéger. »« Je suis déjà rentré, fiston, » chuchota Russell en regardant les 3 hommes entrer par la porte de derrière, armes au poing. Un silence régna au téléphone pendant que Travis digéra ce que cela signifiait. Les intrus n'avaient jamais vu Russell. 15 ans d'opération spéciale lui avaient appris la patience, la précision et la capacité de se déplacer comme un fantôme. Le premier homme tomba silencieusement, un coup précis le laissant inconscient. Le deuxième se retourna juste à temps pour voir Russell avant qu'un coup bien placé ne le mette hors d'état de nuire. Le troisième, Cole Reynolds, parvint à lever son arme, mais Russell fut plus rapide, le désarmant avec une efficacité brutale qui lui brisa le bras en 2 endroits. En quelques minutes, tous les 3 étaient ligotés et inconscients sur le sol du salon. Russell a appelé le major Wilson. « Situation maîtrisée », a-t-il annoncé. 3 suspects en garde à vue à mon domicile. Aucune victime. Il a marqué une pause. Mais Reynolds et ma femme sont toujours là, et ils savent que quelque chose ne va pas quand leur équipe ne se présente pas. Restez où vous êtes, a ordonné Wilson. Nous avons des patrouilles à la recherche de Reynolds. Nous allons le retrouver. Après avoir raccroché, Russell est allé au sous-sol chercher Travis. Le garçon était recroquevillé dans la salle de surveillance, tremblant.
C'est fini, lui a assuré Russell. Tu es sain et sauf. Et maman? A demandé Travis d'une voix faible. L'expression de Russell s'est durcie. Ta mère a fait son choix. Alors qu'il remontait l'escalier pour retourner au rez-de-chaussée, Travis s'est arrêté brusquement. Papa, il y a autre chose que je dois te dire. Avant qu'il puisse continuer, le téléphone de Russell a sonné. C'était le major Wilson. Boyd, on a un problème. Reynolds a échappé à notre patrouille. Il est dans le vent et on ne trouve pas ta femme non plus. Russell regarda Travis, dont le visage était devenu pâle. Qu'est-ce qu'il y a, fiston? Demanda-t-il d'une voix douce, malgré l'urgence de la situation. Maman et Liam, dit Travis. Ils ont un endroit. Un chalet dans les montagnes. Elle m'y a emmené une fois, et m'a fait promettre de ne rien te dire. Elle disait que c'était son endroit privilégié où elle pouvait réfléchir. Russell hocha la tête, la mâchoire serrée. Te souviens-tu comment y aller? Tandis que Travis décrivait l'endroit, Russell comprit que la vraie bataille ne faisait que commencer. Reynolds serait désespéré. Ses frères avaient réduit son plan en miettes. Un homme désespéré était imprévisible, dangereux. Il faut qu'on y aille, dit Russell en aidant Travis à se relever. Tout de suite. Chapitre 4. Terrain de chasse. Les routes de montagne étaient dangereuses dans l'obscurité qui précédait l'aube. Russell conduisait avec une précision méthodique, son esprit calculant les imprévus. À ses côtés, Travis indiquait leur route vers le chalet isolé où Adrienne et Reynolds avaient créé leur refuge secret. Depuis combien de temps connaissez-vous cet endroit? Russell demanda d'une voix soigneusement neutre. Travis fixait les arbres qui passaient par la fenêtre. Maman a commencé à m'y emmener il y a environ 6 mois. Au début, elle disait que c'était juste pour des randonnées. Puis Liam a commencé à débarquer. Il a marqué une pause. Je ne voulais plus y aller après ça, mais elle a insisté. Alors, il fallait qu'on se rapproche de lui. Les mains de Russell se crispèrent sur le volant. Et de quoi Liam te parlait-il pendant ses voyages? Au début, de choses normales, le sport, l'école. Puis il a commencé à te demander de tes nouvelles quand tu l'appelais de mission, de quoi il parlait. Il donnait l'impression qu'il voulait juste savoir quel genre de père tu étais. La voix de Travis s'est brisée. Je n'ai pas compris ce qu'il faisait jusqu'à ce qu'il commence à me menacer. Menaçant de me montrer des photos de gars qui, disait-il, le trahissaient. Un seul mot de sa part et la même chose pouvait arriver. Ou à moi, Travis baissa les yeux vers ses mains. C'est là que j'ai commencé à lui raconter des choses. Je suis désolé, papa. Ce n'est pas de ta faute, dit Russell fermement. Reynolds est un prédateur. Il t'a pris pour cible à cause de moi. Rien de tout ça n'est de ta faute. Alors qu'ils approchaient de la sortie du chalet, Russell éteignit ses phares et se gara sur le bas-côté. Reste dans la voiture, ordonna-t-il en vérifiant son arme. Verrouillez les portes. Si quelqu'un d'autre que moi s'approche, utilisez ceci. Il tendit à Travis une petite bombe de gaz lacrymogène. Vise les yeux, puis cours dans les bois. Descends la pente, trouve une route. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Travis, la peur perceptible dans sa voix. L'expression de Russell était indéchiffrable. Reconnaissance d'abord. Je dois savoir à qui on a affaire. La cabane se trouvait dans une petite clairière, une structure rustique à 2 étages avec une véranda panoramique. Un SUV noir était garé devant. Le véhicule de Reynolds. Russell fit le tour du périmètre, avançant silencieusement dans les sous-bois. Par une fenêtre, il vit Adrien faire les 100 pas dans la pièce principale, le visage marqué par l'inquiétude. Reynolds n'était nulle part en vue. Russell se posta près de la porte arrière, écoutant. Des voix s'échappèrent par une fenêtre ouverte. Ils auraient dû appeler maintenant, disait Adrienne, la voix tendue par la panique. Quelque chose s'est mal passé. La voix de Reynolds était contrôlée mais tendue. Travis était censé appeler à 12h30. Et si? Russell a compris? Et s'il blessait Travis? Le rire de Reynolds était glacial. Votre mari est un soldat, pas un monstre. Il ne ferait pas de mal à son propre enfant.
Même s'il savait que le garçon le piégeait. Vous ne connaissez pas Russell, dit Adrien doucement. Pas vraiment. J'en sais assez, répondit Reynolds. Je sais qu'il est prévisible, qu'il suit les ordres, qu'il respecte les règles. C'est pour ça que ça devait marcher. Et maintenant, demanda Adrien. Maintenant, on s'adapte. Mes frères se débrouilleront s'ils se font prendre. Ils connaissent la procédure. Ne dites rien. Demandez un avocat. Le temps que l'armée règle les formalités administratives, on sera parti depuis longtemps. Et l'argent aussi. Les acheteurs attendent. La livraison la semaine prochaine. Il faudra leur dire qu'il y a eu un retard. Une fois que les choses se seront calmées, on pourra encore arranger les choses. Les informations que vous avez fournies sur la technologie classifiée sont trop précieuses pour être ignorées. Russell en avait assez entendu. Adrienne n'avait pas seulement une liaison. Elle vendait activement des secrets militaires à Reynolds, qui apparemment il prévoyait de les vendre à des acheteurs étrangers. Il ne s'agissait plus d'une simple embuscade contre un convoi. C'était une trahison. Il s'apprêtait à partir lorsqu'il sentit plutôt qu'il n'entendit quelqu'un approcher par derrière. Il se retourna juste au moment où un coup violent le frappa sur le côté de la tête, l'envoyant valser. Cole Reynolds se tenait au-dessus de lui, le visage couvert de sang, mais pas du tout en détention. Cherchant quelqu'un de malhonnête, la vue de Russell se brouilla tandis qu'il tentait d'attraper son arme, mais un coup de pied la fit déraper dans les broussailles. Les attaches autobloquantes ne posent pas de problème pour des gars avec notre formation, dit Cole en relevant Russell. Mais je dois admettre que tu nous as devancés chez toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois là. Il entraîna Russell vers la cabane, arme à la main. Liam, regarde ce que j'ai trouvé en train de rôder dehors. La porte de la cabane s'ouvrit brusquement et Liam Reynolds en sortit, son expression passant de la surprise à la froideur calculatrice à la vue de Russell. Boyd, j'aurais dû me douter que tu nous as suivis jusqu'ici. Il jeta un coup d'œil par-dessus Russell vers les bois sombres. Où est le garçon? En sécurité, répondit Russell d'une voix assurée malgré les pulsations dans sa tête. Loin de toi. Reynolds l'observa un instant, puis fit signe à Cole. Fais-le entrer. Il faut qu'on discute. Adrienne pâlit en voyant Russell, la main portée à sa bouche. Russell, comment m'as-tu raconté, Travis, ton petit nid d'amour, demanda Russell d'une voix dénuée d'émotion. On dirait que tu m'as caché beaucoup de choses, Adrien. Reynolds poussa Russell sur une chaise, lui attachant les mains derrière le dos avec d'autres serre-câbles. Réunion de famille. Comme c'est touchant. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, dit calmement Russell. Le major Wilson sait que je suis là. Si je ne me présente pas d'ici une heure, cet endroit sera envahi de policiers militaires. Reynolds rit. Bien essayé, Boyd. Nous savons tous les deux que les agents des forces spéciales comme vous n'appellent pas facilement des renforts. Vous êtes venus seuls, espérant jouer les héros. Il se pencha vers moi. Où est vraiment le garçon? Est-il dehors? Dans votre voiture. Russell maintint le contact visuel, l'air neutre. Il est avec Wilson, faisant une déclaration complète sur tout ce que vous avez fait. Les menaces, la manipulation, l'embuscade planifiée. Pour la première fois, l'incertitude traversa le visage de Reynolds. Il ment, dit rapidement Adrien. Travis ne nous trahirait pas comme ça. Te trahir? Le rire de Russell était amer. C'est osé de la part d'une femme qui a vendu des secrets militaires pendant que son mari était déployé. Reynolds se redressa, retrouvant son calme. Peu importe. Nous partons ce soir, avec ou sans le garçon. Les acheteurs sont toujours intéressés par ce que nous pouvons leur fournir. Les renseignements qu'Adrien a volés pour vous sont déjà compromis, dit Russell. L'équipe de Wilson est en train de modifier tous les protocoles de sécurité en ce moment même. Il y aura d'autres opportunités, répondit Reynolds avec un sourire glacial. Votre femme nous a été d'une grande aide pour établir des contacts au sein de la base. Il ne nous reste plus qu'à rejoindre notre point d'extraction. Cole s'approcha de la fenêtre, scrutant l'obscurité. À ce propos, nous devrions partir. L'aube approche.
Reynolds hocha la tête. Préparez l'essentiel. Nous partons dans 5 minutes. Tandis que Reynolds et Cole commençaient à rassembler le matériel, Adrienne s'approcha de Russell, le regard suppliant. « Russell, s'il te plaît » murmura-t-elle. La situation dégénéra. Je n'avais jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Russell la regarda vraiment pour la première fois depuis son entrée dans la cabine. La femme qu'il avait aimée, la mère de son enfant, désormais une étrangère prête à trahir non seulement ses vœux de mariage, mais aussi son pays. « Quand as-tu cessé de m'aimer, Adrien » demanda-t-il doucement. Ses yeux se baissèrent. « Je ne sais pas. Peut-être après ton 2e déploiement. À ton retour. » Différente, distante. Lim me donnait le sentiment d'être vue, appréciée et de vendre des secrets militaires. Était-ce aussi pour me sentir appréciée? Elle tressaillit. L'argent était bon. Nous croulions sous les dettes après les factures médicales de mon père. Liam disait que personne ne serait blessé. On est toujours blessé, Adrien. C'est la seule garantie dans la vie. Un bruit dehors attira l'attention de tous. Reynolds s'approcha de la fenêtre, arme levée. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-il. Avant que quiconque puisse répondre, la cabane fut plongée dans le noir, le courant étant coupé. « Cole, vérifie le disjoncteur. » ordonna Reynolds en allumant une lampe torche tactique. Cole répondit en se dirigeant vers la porte de derrière. Au moment où Cole ouvrit la porte, une grenade s'engouffra dans la pièce, rebondissant sur le sol avant d'exploser dans un nuage de gaz lacrymogène. Russell, anticipant l'attaque, avait déjà commencé à s'attacher, se déboîtant le pouce pour libérer une main. Alors que Reynolds et Adrien commençaient à tousser et à tituber sous l'effet du gaz, Russell se jeta en avant et plaqua Reynolds au sol. Les 2 hommes se battirent brutalement dans l'obscurité. Tous 2 tueurs entraînés, forts de nombreuses années d'expérience au combat. Reynolds assena un coup puissant au rein de Russell, mais ce dernier riposta d'un coup de coude qui lui brisa le nez. Dehors, les cris de Cole furent interrompus par le bruit d'une bagarre, suivi d'un silence. Russell prit le dessus, immobilisant Reynolds sous lui. « C'est fini » grogna-t-il, sa main se refermant sur sa gorge. « Pas tout à fait » haleta Reynolds, la main tendue vers sa ceinture. Russell vit trop tard le reflet d'une lame. Le couteau lui trancha les côtes, profondément entaillées. Il roula sur le côté, la main appuyée sur la blessure, tandis que Reynolds se relevait en titubant. « Tu es bon, Boyd » admit Reynolds en s'essuyant le visage ensanglanté. Mais je n'ai pas survécu à 3 missions à Fallujah en jouant franc jeu avant que Reynolds ne puisse avancer. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement et des policiers militaires armés entrèrent. Arme braquée sur Reynolds. « Lâchez votre arme au sol maintenant » cria leur chef. Reynolds, calculant ses chances, baissa lentement le couteau et s'agenouilla. Les mains derrière la tête. Tandis que les policiers militaires s'occupaient de Reynolds et d'Adrien, toujours toussant, le major Wilson entra et aida Russell à se relever. « Tu as été un peu trop près, non » dit Russell en serrant les dents, le sang coulant entre ses doigts. Wilson grimaça. « Ton fils a appelé. » Smart Kid décida de ne pas rester dans la voiture comme il le lui avait demandé. Russell regarda au-delà de Wilson vers Travis qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Son jeune visage exprimait un mélange de soulagement et de traumatisme. « Travis » appela Russell. « Tu vas bien ?» Travis hocha la tête, incapable de parler, regardant sa mère se faire menotter. « Un médecin ?» cria Wilson en remarquant la blessure de Russell. « On a besoin d'un médecin ici. » Tandis qu'un médecin s'approchait pour le soigner, Russell ne quitta pas Travis des yeux. « Tout ira bien, fiston, » dit-il, même s'il n'était pas sur lui-même que ce soit vrai. Chapitre 5. Confiance trahie. L'hôpital militaire était silencieux à 3 heures du matin. Russell était assis au bord de son lit, ignorant la douleur causée par ses 20 points de suture, tandis qu'il lisait le rapport préliminaire que Wilson lui avait apporté. Liam et Cole Reynolds étaient en détention militaire, accusés de complot, de tentative de meurtre sur agent fédéral, d'espionnage et d'une douzaine d'autres infractions. Derek Reynolds et le 3e homme de la maison de Russell étaient également en garde à vue.
Adrien était détenu comme témoin important et complice. Comment va Travis? Demanda Russell en levant les yeux du rapport. Wilson soupira en passant une main dans ses cheveux clairsemés. Les services de l'enfance le gardent temporairement. Il vous a demandé. Le psychologue dit qu'il est en état de choc, mais physiquement, il est indemne. Russell hocha la tête, la mâchoire serrée. Je veux revenir me voir au plus vite. Vous devrez d'abord faire une déclaration complète, dit Wilson. Le bureau du JAG a des questions sur ces 3 hommes chez vous. La légitime défense semble évidente, mais ils ont besoin de détails. Ils sont venus pour me tuer, Wilson. Que veulent-ils savoir de plus? C'est la procédure. Vous le savez. Surtout compte tenu de la gravité de leurs blessures. Wilson marqua une pause. Cole Reynolds affirme s'être cassé le bras alors qu'il était déjà maîtrisé. L'expression de Russell resta inchangée. Il ment. Il a résisté. Il a menacé mon fils. J'ai utilisé la force nécessaire pour protéger ma maison. Wilson l'observa un instant. Les médecins disent que le bras de Cole était cassé en 3 endroits. Sa main pourrait ne jamais se rétablir complètement. Êtes-vous ici en tant qu'ami ou dans le cadre de l'enquête? Les deux, admit Wilson. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé, Russell. Toute l'histoire. Russell rédigea le rapport. À part. Ils sont entrés chez moi armés, avec l'intention d'utiliser mon fils comme appât pour me tuer. Ils collaboraient avec ma femme pour voler des technologies classifiées et les revendre à des acheteurs étrangers. Ce qui s'est passé chez moi était la force minimale requise pour assurer la sécurité de mon fils. Wilson soutint son regard avant de finalement hocher la tête. Je veillerai à ce que cela soit clair dans mon rapport. Il se leva pour partir, puis hésita. Il y a autre chose que vous devez savoir. Reynolds ne parle pas, mais Adrien oui. Elle offre des informations en échange de clémence. Quel genre d'informations? Les noms des acheteurs. Des détails sur d'autres opérations auxquelles Reynolds et ses frères étaient impliqués. Tante Wilson semblait mal à l'aise. Elle prétend avoir été contrainte. Elle dit que Reynolds les a menacés, elle et Travis, si elle ne coopérait pas. Le rire de Russell était creux. Elle a emmené mon fils dans leur nid d'amour pendant des mois. Elle a volé des informations classifiées dans mes dossiers personnels. Cela vous semble être de la coercition? Non, a admis Wilson. Mais son avocat lui raconte un récit convaincant. Une épouse de militaire vulnérable, seule pendant les déploiements de son mari, manipulée par un ancien soldat prédateur. Est-ce que ça va marcher? Demanda Russell d'une voix dangereusement basse. Cela pourrait réduire sa peine, mais elle risque toujours une peine sérieuse. Wilson se dirigea vers la porte. Repose-toi. Je ferai venir Travis demain, une fois ta déposition traitée. Après le départ de Wilson, Russell resta assis dans la chambre d'hôpital obscure à penser à Travis. Le garçon avait vu sa mère trahir son père, avait été menacé et manipulé par Reynolds, et avait maintenant été témoin de violences que la plupart des adultes n'avaient jamais connues. Comment se remettre d'un tel traumatisme? Le lendemain matin, un officier du JAG prit la déposition de Russell. Il raconta les événements avec clinique, sans émotion, présentant les faits sans fioriture. L'officier, semblant satisfait, informa Russell que, compte tenu des preuves et de la recommandation du major Wilson, aucune charge ne serait retenue pour la confrontation à son domicile. Dans l'après-midi, Travis arriva, escorté par une assistante sociale. Le garçon paraissait plus petit, diminué par les événements des derniers jours. « Papa », dit-il, la voix brisée tandis que Russell le serrait dans ses bras. « Je suis là », le rassura Russell. « Je te tiens. » L'assistante sociale lui laissa un peu d'intimité, et pendant un moment, ils restèrent assis en silence. Finalement, Travis prit la parole. « Maman va-t-elle aller en prison ?» Russell réfléchit attentivement. Oui, ce qu'elle a fait était très grave. À cause de cette liaison? Non, parce qu'elle et Reynolds volaient des secrets militaires pour les vendre à d'autres pays. C'est ce qu'on appelle une trahison, et c'est l'un des crimes les plus graves qui soient. Travis hocha la tête, digérant la situation. Elle disait qu'elle l'avait fait pour nous, pour une vie meilleure.
Russell sentit la colère monter, mais garda une voix posée. C'était un mensonge, Travis. On n'avait pas tant besoin d'argent. Elle l'a fait pour elle et pour Reynolds. Que va-t-il m'arriver? Tu resteras avec moi, dit Russell fermement. On s'en sortira ensemble. Travis baissa les yeux sur ses mains. Je leur ai parlé de toi, de ton travail. Je les ai aidés. Tu as été menacé et manipulé par des adultes qui auraient dû te protéger. Rien de tout cela n'est ta faute. Mais si je te l'avais dit plus tôt, Reynolds t'aurait peut-être fait du mal. Russell l'interrompit. Tu as survécu, Travis. Tu as fait ce que tu devais faire, et quand le moment est venu, tu as fait le bon choix. Tu m'as prévenu. Tu as appelé le Major Wilson quand je t'ai dit de rester dans la voiture. Tu m'as sauvé la vie. Les larmes emplirent les yeux de Travis. J'avais si peur. Russell le serra de nouveau dans ses bras. Je sais, mais tu as été courageux au moment opportun. Tandis que Travis pleurait contre son épaule, Russell fit un vœu silencieux. Reynolds et ses frères paieraient pour ce qu'ils avaient fait à son fils. Adrien serait traduit en justice pour sa trahison. Mais ce n'était pas suffisant. Il restait les acheteurs, ceux qui étaient prêts à acheter la technologie militaire américaine volée. Des gens qui auraient profité de sa mort et du traumatisme de son fils. Eux aussi paieraient. Tous. 2 semaines plus tard, Russell et Travis emménagèrent dans une nouvelle maison à l'autre bout de la ville. La vieille maison tenait trop de souvenirs douloureux, et Russell voulait un nouveau départ pour les deux. Travis s'est inscrit dans une nouvelle école, a commencé à voir un thérapeute spécialisé dans le traumatisme, et lentement, jour après jour, a montré des signes de récupération. Russell est revenu en service, bien qu'il ait demandé un transfert temporaire aux opérations de base pendant qu'il triait sa vie personnelle. Wilson l'a arrangé, comprenant que Russell avait besoin de temps pour être là pour Travis. La procédure judiciaire a progressé. Liam et ses frères se sont vus refuser une caution, considérée comme des risques de vol en raison de leur lien à l'étranger. La coopération d'Adrienne lui a valu un centre de détention distinct, mais son accord de plaidoyer était toujours en cours de négociation. Russell lui a rendu visite une fois par mois après l'arrestation. Elle s'est assise en face de lui dans une salle de visite, la combinaison orange la faisant paraître pâle et dessinée. « Merci d'être venu, a-t-elle dit. Comment est la guérison de Travis? Russell a répondu. Non merci à toi. Elle tressaillit. Je n'ai jamais voulu qu'il soit impliqué. C'était l'idée de Liam. Mais vous l'avez autorisé. Vous avez regardé notre fils menacé et manipulé, et vous n'avez rien fait. J'étais trop profonde à ce moment-là, a-t-elle dit, ses yeux suppliants. Liam avait des preuves de mon implication. Si j'essayais de reculer, il m'aurait exposé. Donc, vous l'avez choisi par rapport à la sécurité de votre propre fils. Elle détourna les yeux. J'ai fait des choix terribles. Je le sais. Votre avocat dit que vous coopérez des noms. Elle hocha la tête. C'est le seul moyen de réduire ma phrase. Je sais que je vais en prison. Russell, je ne veux tout simplement pas y passer le reste de ma vie. Qui étaient les acheteurs? Demanda Russell, sa voix s'est calmée malgré la rage qui mijote sous la surface. Mon avocat m'a conseillé de ne discuter des détails des cas avec personne. Dit-elle avec soin. Russell se pencha en avant. Je ne demande pas dans le cas, Adrienne. Je demande comme l'homme dont vous avez essayé de détruire la vie. Je mérite de savoir qui était prêt à payer ma mort. Elle hésita puis soupira. Un consortium, 3 principaux acteurs, un marchand d'armes russe nommé Petrov, une entreprise de technologie chinoise opérant par le biais de sociétés écrans et un entrepreneur domestique essayant de prendre de l'avance sur les enchères pour la technologie militaire de nouvelle génération. Non, Russell a pressé. Je ne peux pas, Russell, si nous revendions que je vous ai dit. Elle frissonna. Ces gens ont longtemps même dans les prisons. Russell s'est assis, son expression illisible. Vous auriez dû penser à des associés dangereux avant de vous coucher avec Reynolds. Je sais que vous ne me pardonnerez jamais, dit-elle tranquillement. Mais s'il vous plaît, pour l'amour de Travis, ne laissez pas votre colère vous consommer. Il a besoin de son père.
N'ose pas utiliser notre fils pour me manipuler, a dit Russell, sa voix mortelle silencieuse. Vous avez perdu cela juste lorsque vous mettez sa vie en danger. Il se leva pour partir, mais Adrienne l'appelait. Russell, attendez. Il y a autre chose que vous devriez savoir. Elle baissa sa voix. Reynolds avait d'autres partenaires, même les gens dont il avait peur. Ils ne savent pas que j'ai abandonné son nom, mais s'ils le découvrent, ils pourraient venir chercher à attacher des extrémités lâches. Vous dites que mon fils est toujours en danger? Elle hocha la tête, ses yeux ont peur. Soyez prudent. Veille sur lui. Alors que Russell quittait le centre de détention, il savait qu'Adrienne essayait de le manipuler à nouveau, en utilisant l'inquiétude pour Travis de gagner sa sympathie. Mais que se passe-t-il s'il y avait du vrai dans son avertissement? L'opération de Reynolds avait semblé sophistiquée, bien financée. Il pourrait facilement y avoir d'autres joueurs dans l'ombre. Les gens qui avaient investi dans le renseignement Adrien et Reynolds vendaient. Les personnes qui pourraient ne pas apprécier l'opération fermée. Chapitre 6. Ghosts et ombres. Russell a établi de nouvelles routines pour lui-même et Travis. Soigneusement conçues pour apparaître normaux tout en incorporant des mesures de sécurité. Différentes routes vers l'école chaque jour, vérification régulière, un nouveau système de sécurité de la maison. Travis ne s'est pas plaint. Les événements récents l'avaient rendu hyper vigilant, conscient des menaces d'une manière qu'aucun homme de 14 ans ne devrait l'être. 3 mois se sont écoulés sans incident. Les frères Reynolds sont restés en détention, attendant le procès. Adrienne a accepté un accord de plaidoyer de 15 ans en échange de sa pleine coopération. La nouvelle a rapporté la perturbation d'un anneau d'espionnage ciblant la technologie militaire, mais les détails sont restés classés. Russell a continué à creuser. En utilisant les contacts de séjour des forces spéciales, appelant des faveurs, il a commencé à cartographier le réseau derrière l'opération Reynolds. Adrien avait mentionné 3 principaux acheteurs. Russell a identifié 2, Victor Petrov, un marchand d'armes russe opérant par des procurations en Europe de l'Est, et Tech Fusion, une entreprise chinoise liée à leurs militaires. Le 3e acheteur, l'entrepreneur domestique, s'est révélé plus insaisissable. Russell soupçonnait que c'était l'une des principales sociétés de défense, mais il y avait des dizaines de possibilités, toutes avec les ressources et la motivation pour acquérir une technologie militaire avancée par le biais de canaux arrière. Wilson a fourni les informations qu'il pouvait sans compromettre l'enquête en cours. Le FBI a repris cet aspect, a-t-il déclaré à Russell lors d'une de leurs réunions régulières. Ils suivent les communications des sentiers monétaires. C'est du travail lent, trop lent, a répondu Russell. Si ces gens décident de lier les extrémités lâches, Travis pourrait être en danger. Nous n'avons aucune preuve qu'ils connaissent même du rôle de Travis, a souligné Wilson. En ce qui concerne la plupart des gens, vous avez découvert l'affaire de votre femme et l'intrigue grâce à votre propre enquête. Travis n'est qu'une victime dans le récit officiel. Reynolds connaît la vérité. Alors faites à ses frères s'ils parlent aux bonnes personnes. Wilson s'assit. Je peux attribuer un détail protecteur si. Vous êtes vraiment inquiet. Russell secoua la tête. Non, plus de gens signifie plus de visibilité, plus d'opportunités de fuite. Nous gardons cela contenu. Cette nuit-là, alors que Russell vérifiait les aliments de sécurité avant de se coucher, il a remarqué une voiture qui passait leur maison pour la 3e fois en 1 heure. Rien d'évidence, une berline sombre avec des fenêtres teintées, se déplaçant à une vitesse légale. Mais Russell a reconnu la surveillance quand il l'a vue. Il a activé un protocole de sécurité secondaire sur son téléphone, envoyant la plaque d'immatriculation de la voiture à un enquêteur privé qu'il avait embauché, l'ancien renseignement de l'armée, quelqu'un qui savait être discret. La réponse est venue 1 heure plus tard. La voiture a été enregistrée auprès d'une société écran liée à Meridian Défense Solutions, l'un des plus grands entrepreneurs militaires du pays. Le 3e acheteur, il l'avait trouvé. Russell n'a pas dormi cette nuit-là, en planifiant plutôt des éventualités. Il ne pouvait pas aller aux autorités sans révéler qu'il avait mené sa propre enquête non autorisée. En outre, des sociétés comme Meridian avaient d'anciens généraux dans leur conseil d'administration, des liens politiques au plus haut niveau.
Le système pourrait ne pas le protéger ou Travis si Meridian décidait qu'ils étaient des responsabilités. Le lendemain matin, il a appelé l'école de Travis pour le signaler malade, puis l'a emmené dans une cabine appartenant à un ancien coéquipier à 50 milles dans les montagnes. « Que se passe-t-il, papa ?» demanda Travis en conduisant, clairement instable par le voyage soudain. « Juste être prudent, répondit Russell. Rappelez-vous comment nous avons parlé de situations nécessitant une sécurité supplémentaire ? Travis hocha la tête, son expression sérieuse au-delà de ses oreilles. Est-ce à cause de maman ou de Liam ? D'une certaine manière, certaines personnes liées à eux pourraient nous regarder. C'est juste temporaire jusqu'à ce que je puisse résoudre la situation. À la cabine, Russell a mis en place des mesures de sécurité tandis que Travis s'est installé. L'endroit était éloigné, défendable, stocké de fournitures. Son coéquipier l'avait utilisé comme une maison pendant ses jours de sécurité privée. Tu resteras ici avec Brian. Russell a expliqué, présentant Travis à son ancien coéquipier. Il vous gardera en sécurité pendant que je m'occupe de certaines affaires en ville. Tu pars ? demanda Travis, la panique bordant sa voix. Russell s'est agenouillé pour rencontrer les yeux de son fils. Juste pendant quelques jours, Brian est l'un des meilleurs soldats avec lesquels j'ai jamais servi. Vous serez plus en sécurité avec lui qu'avec moi en ce moment. Pourquoi ne pouvons-nous pas rester tous les deux ici ? Parce que je dois m'assurer que ces gens comprennent que venir après ma famille est une erreur qu'ils ne vivront pas pour répéter. Travis a étudié le visage de son père. Vous y allez, n'est-ce pas ? Les gens maman et Liam travaillaient. Russell a envisagé de mentir, puis a décidé de ne pas le faire. Travis avait déjà vu trop de tromperies. Oui. Ils doivent comprendre qu'il y a des conséquences. Voulez-vous les tuer ? demanda Travis, sa voix petite mais stable. Russell plaça ses mains sur les épaules de son fils. Je vais faire tout ce qui est nécessaire pour vous assurer que vous êtes en sécurité. Pas seulement demain ou la semaine prochaine, mais pour de bon. Pouvez-vous me faire confiance à ce sujet ? Après un long moment, Travis hocha la tête. De retour dans la ville, Russell a commencé méthodiquement son opération. Le pays avait identifié l'équipe de surveillance comme des entrepreneurs de sécurité privée travaillant pour Meridian Défense Solutions. Pour les hommes, tournant dans des quarts de travail, gardant les yeux sur la maison de Russell et suivant ses mouvements. Plutôt que de les éviter, Russell les a laissés le suivre, établissant un modèle prévisible tout en recueillant des informations sur leurs procédures. C'étaient des professionnels, mais ce n'étaient pas des forces spéciales. Ils n'avaient pas été formés pour surveiller le type de technique de contre-surveillance que Russell a utilisé. Dans les 3 jours, il avait identifié leur structure de commandement, leur protocole de communication, surtout, l'emplacement de leur centre d'opération local, un immeuble de bureaux indescriptible appartenant à une autre société d'ébauche Meridian. La 4e nuit, Russell a fait son déménagement. Vêtu d'un équipement tactique noir, il a accédé au bâtiment grâce à une entrée de maintenance, contournant le système de sécurité en utilisant des techniques affinées pendant des années d'opérations secrètes. Le gardien de sécurité de la nuit ne l'a jamais vu venir. Un démontage rapide et silencieux sans dégâts permanents. Dans le bureau de sécurité, Russell a accédé au système informatique, téléchargeant des fichiers, des journaux de communication, tout ce qui pourrait identifier qui chez Meridian avait autorisé l'opération contre lui et sa famille. Il a trouvé ce dont il avait besoin dans un dossier crypté. L'opération rapporte la surveillance des photos de lui et de Travis, et la plupart accablante de toutes, des communications avec une personne identifiée uniquement comme le directeur autorisant les protocoles de confinement. Si Russell montrait des signes d'enquête sur le lien de Meridian avec Reynolds. Protocole de confinement. Russell savait ce que cela signifiait dans leur monde. Sa vie et sa vie de Travis avaient été conditionnellement confisquées, épinglant l'évaluation par Meridian de la menace qu'ils ont posée. Alors qu'il se préparait à partir, des voix du couloir l'ont alerté à l'arrivée de l'équipe de sécurité de nuit. 2 hommes du son de leur conversation venant pour soulager le garde qui l'avait incapable. Russell aurait pu s'éloigner inaperçu. Cela aurait été une décision prudente, mais ces hommes ont travaillé pour l'organisation, menaçant son fils. La prudence n'était plus sa priorité.
L'équipe de sécurité est entrée dans le bureau pour trouver son collègue inconscient et Russell en attente dans l'ombre. Leur entraînement est entré en jeu. Tous deux ont atteint leurs armes, mais Russell bougeait déjà, un fantôme dans l'obscurité. Le premier homme est descendu avec un larynx écrasé, haletant sans bruit sur le sol. Le second a réussi à tirer son arme avant que la frappe de Russell ne disloque son épaule et envoya l'arme claquer. Un coup précis au temple l'a rendu inconscient. Russell a rassemblé les armes tombées avec les données qu'il avait téléchargées et quitté le bâtiment aussi silencieusement qu'il était entré. Pas d'alarme, pas de témoin, rien pour indiquer que c'était plus qu'une introduction aléatoire. Mais Russell avait laissé quelque chose derrière. Une petite voiture avec un simple message niché dans la poche de l'homme avec un larynx. Écrasé. Il disait, dites au directeur de Meridian que Russell Boyd envoie ses salutations. Ce fut un avertissement. Il n'y en aura pas de deuxième. Le lendemain matin, Russell a appelé un numéro qu'il avait trouvé dans les fichiers cryptés. Il a sonné 3 fois avant d'être répondu. Opération de sécurité. Une voix coupée a déclaré que j'ai besoin de parler avec le réalisateur Hardrove, a déclaré Russell. Dites-lui que c'est Russell Boyd et cette conversation déterminera si son équipe de sécurité vit toute la nuit. Une pause alors, maintenez, s'il vous plaît. 2 minutes plus tard, une voix plus profonde est venue sur la ligne. Monsieur Boyd, vous avez été occupé. Votre équipe de surveillance est bâclée. Directeur Hardroof, vos protocoles de sécurité sont dépassés et votre sécurité de communication est compromise. J'ai tout. Le lien avec Reynolds, l'autorisation des protocoles de confinement contre moi et mon fils. C'est toute une accusation, répondit Hardrove, son ton mesuré. Avez-vous une idée de qui vous avez affaire? Je sais exactement avec qui je m'occupe, a déclaré Russell. La question est de savoir si vous comprenez à qui vous avez affaire. Je ne suis pas un civil que vous pouvez intimider ou éliminer. J'ai passé 15 ans à apprendre à chasser et à tuer des gens beaucoup plus dangereux que les dirigeants d'entreprises jouant à l'espionnage. Que voulez-vous, Boyd? Une réunion? Juste toi et moi. Nous devons comprendre la sécurité continue de ma famille et l'existence continue de votre entreprise. Une longue pause a suivi. La Renaissance Hotel Downtown Room 12h42 1h. Je serai là. Russell a déclaré dans Hardroof, s'il s'agit d'une configuration, ce que j'ai fait à votre équipe de sécurité semblera miséricordieux par rapport à ce qui vient ensuite. Il a raccroché, vérifiant ses armes une dernière fois avant de se rendre à la réunion qui déterminerait si la menace de Travis s'est terminée aujourd'hui ou si Russell devait démanteler la pièce de solution de défense Meridian par une pièce sanglante. Chapitre 7. Risque calculé. Le hall de l'hôtel Renaissance a chuté de voyageurs d'affaires et de touristes. Aucun ne remarquant l'intensité ciblée de l'homme qui est entré précisément à 10 heures. Il a emmené l'ascenseur de service au 11e étage, puis a utilisé les escaliers pour approcher la salle 1242 dans une direction inattendue. Le couloir était clair. Pas de sécurité évidente, pas de chariot ménager qui pourrait cacher du personnel. Soit Hardrove était extrêmement confiant, soit un piège élaboré. Russell a frappé 3 fois, puis est entré sur le côté de la porte, reposant la main sur l'arme dissimulée à sa taille. C'est ouvert, est venue une voix de l'intérieur. Russell est entré avec prudence, scannant la salle en un seul balayage. Une suite meublée à l'extensification. Un homme dans la soixantaine était assis dans un fauteuil près de la fenêtre, aux cheveux argentés, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure. Pas d'armes évidentes, pas de sécurité visible. Monsieur Boyd, dit l'homme, faisant un geste vers la chaise en face de lui. Je suis Thomas Hardrove. Je crois que nous avons des questions à discuter. Russell est resté debout. Recherchez les protocoles d'abord. Je vais vous vérifier, vous me vérifiez, puis nous parlons. Hardrove haussa un sourcil mais se leva, permettant à Russell de mener une tape approfondie. Ne trouvant aucune arme, Russell s'est soumis à la même chose. Ce n'est qu'alors qu'il a pris le siège offert. Je dois l'admettre, a dit Hardrove en retournant sur sa chaise. Vos méthodes sont directes. Entrez dans l'une de nos installations, agressant notre personnel. Votre personnel surveillait ma maison, surveillant mon enfant, a répondu Russell.
Considérez-vous chanceux. Je n'ai pas utilisé de solution plus permanente. Arov l'a étudié. Vous êtes tout ce que votre fichier a suggéré. Efficace, impitoyable si nécessaire, protecteur de la vôtre. Mon dossier, Meridian fait ses devoirs, Monsieur Boyd. Lorsque Liam Reynolds nous a approchés avec sa proposition, nous avons effectué des vérifications approfondies des antécédents sur toutes les personnes impliquées, y compris vous. Reynolds vous a approché, a déclaré Russell. Pas l'inverse. Corrigé. Il a prétendu avoir accès à la technologie militaire de nouvelle génération grâce à sa relation avec votre femme. Nous avons exprimé leur intérêt naturellement. De telles acquisitions peuvent économiser des années de R&D, espionnage industriel, a précisé Russell. Trahison. Arov a agité une main dédaigneuse. Rassemblement des renseignements d'entreprise. Et en ce qui concerne la trahison, Meridian est une entreprise américaine. La technologie serait restée entre les mains américaines, juste sous nos brevets plutôt que dans les gouvernements. Et les acheteurs russes et chinois Reynolds étaient également confrontés. Un scintillement de surprise a croisé le visage de Hardrow. Si Reynolds négociait avec des entités étrangères, cela ne faisait pas partie de notre arrangement. Votre arrangement impliquait de voler la technologie classifiée et d'éliminer quiconque vous a gêné, a déclaré Russell, se penchant en avant. Y compris moi, y compris mon fils de 14 ans. Un malentendu, a déclaré Hardrow en douceur. Les protocoles de confinement étaient une éventualité, et non une directive active. Procédure standard lorsqu'il s'agit de risques de sécurité potentiels. J'ai les communications. Hardrow, je sais que l'équipe de surveillance était autorisée à nous contenir si nécessaire. Ce n'est que si vous avez démontré une connaissance de l'implication de Meridian, a admis Hardrow, ce que vous avez malheureusement. L'atmosphère dans la pièce s'est déplacée subtilement, Russell s'est tendu, se préparant à une attaque cachée. Détendez-vous, Monsieur Boyd, a déclaré Hardrow, notant sa réaction. Si je voulais que vous ayez éliminé, nous n'aurions pas cette conversation. Alors qu'est-ce que tu veux? Hardrow soupira, ayant soudainement l'air plus âgé. Meridian s'est associé à une erreur de calcul avec Reynolds. Son opération était plus susmentionnée que prévu. Ses méthodes plus brutales que nous n'aurions sanctionnées. Lorsque nous avons appris qu'il menaçait un enfant, votre fils, j'ai personnellement lancé un examen de notre implication. Vous vous attendez à ce que je croie que vous avez développé une conscience? Je m'attends à ce que vous compreniez les affaires, Monsieur Boyd. Des soldats morts et des enfants traumatisés créent des enquêtes. Attention aux médias. Retombées politiques. Mauvais pour le résultat net. Russell a étudié l'homme, à la recherche de tromperie. Vous coupez donc les liens avec Reynolds. Nous avons déjà. Toutes les communications ont cessé lorsqu'il a été arrêté. En ce qui concerne Meridian, nous n'avons jamais eu de contact avec lui et ma famille. La surveillance, une précaution qui n'est plus nécessaire, a déclaré Arov. Vous avez ma parole que Meridian maintiendra sa distance de vous et de votre fils. Russell rit avec humour. Ta parole ne veut rien dire pour moi. J'ai besoin de garanties telles que la cession complète de toute surveillance, une confession signée détaillant l'implication de Meridian avec Reynolds pour être détenu par mon avocat et libéré si quelque chose m'arrive ou mon fils, et une compensation financière pour le traumatisme que votre entreprise a aidé à infliger à ma famille. Hardrow le considérait. La surveillance peut se terminer immédiatement. La confession est hors de question. Trop de responsabilités. Quant à la compensation, il s'arrêta. Quel chiffre aviez-vous en tête? 2 millions de dollars en fiducie pour mon fils. Extorsion, Monsieur Boyd. Restitution. Russell a corrigé. Un petit prix pour votre entreprise pour éviter un scandale qui débarquerait vos stocks et blesserait les contrats gouvernementaux. Hardrow était silencieux pendant un long moment, son expression calculant. Enfin, il hocha la tête. 1 million transféré dans une fiducie de votre choix en échange de votre silence concernant le lien tangentiel de Meridian à cette malheureuse affaire. Et quelle assurance ai-je une fois que je quitterai cette pièce, vous ne déciderez pas simplement d'éliminer le problème en permanence? Hardrow tendit la main dans sa veste,
se déplaçant lentement pour éviter d'alarmer Russell, et a retiré un pouce. Cela contient des preuves de l'implication de Meridian dans 3 autres acquisitions douteuses au cours de la dernière décennie. Si quelque chose vous arrive à vous ou à votre fils, ces informations deviennent publiques. Destruction mutuellement assurée, Monsieur Boyd, le fondement de toute paix durable. Russell a pris le trajet, compte tenu de l'offre. Il ne faisait pas confiance à Hardrove ou au Meridian, mais l'arrangement avait un certain sens pragmatique froid. Des sociétés comme Meridian ont fonctionné sur l'évaluation des risques. Si le risque d'éliminer Russell l'emportait sur le risque de le rembourser, il choisirait ce dernier. Une autre condition, a déclaré Russell. Reynolds et ses frères, je veux qu'ils comprennent que tout accord qu'ils auraient pu avoir avec Meridian est terminé. Que s'ils mentionnent le nom de votre entreprise, même une fois, ils ne vivront pas pour voir le procès. Le sourire de la rangée dure était mince. Cela pourrait être organisé. Les populations de prison peuvent être imprévisibles. Pas assez bon, a répondu Russell. Je veux transmettre le message personnellement. Ce serait très irrégulier. Ils sont en garde à vue en attente de procès pour des accusations fédérales. Vous avez les liens pour y arriver, a déclaré Russell. Une visite, supervisée si nécessaire. Hardrove l'a étudié, puis a hoché la tête lentement. Je vais prendre les arrangements. Mais comprendre cela, Monsieur Boyd. Si vous blessez Reynolds lors de sa visite, notre accord est nul. Je n'ai pas besoin de lui faire du mal, a déclaré Russell. J'ai juste besoin de lui pour comprendre les conséquences de la menace de ma famille. La réunion s'est terminée par des poignées de main et l'échange de coordonnées sécurisées. Russell a quitté l'hôtel de la même manière qu'il était entré, vigilant pour tout signe de surveillance ou une double croix. Il n'y en avait pas. 2 jours plus tard, une notification sur son téléphone sécurisé a indiqué que $1 million avait été transféré à une fiducie nouvellement créée au nom de Travis. Le même jour, il a reçu l'autorisation des visiteurs pour le centre de détention militaire où Liam Reynolds était détenu. Russell est retourné à la cabine de montagne pour vérifier Travis avant sa visite à Reynolds. Le garçon allait mieux sous l'œil vigilant de Brian, dormant toute la nuit, passant du temps à l'extérieur, retrouvant progressivement la confiance que Reynolds lui avait volée. Est-ce fini? Travis a demandé quand Russell lui a dit qu'il pourrait rentrer chez eux bientôt. Presque, répondit Russell. Il y a un autre morceau à prendre en charge. Ensuite, nous pouvons commencer à reconstruire. L'audience préliminaire de maman est la semaine prochaine, a déclaré Travis tranquillement. Son avocat a appelé. Ils veulent que je témoigne. Russell a gelé. Témoigner sur quoi? À propos de Liam. Comment il m'a menacé. M'a fait faire des choses. Travis baissa les yeux. Il pense que cela aidera le cas de maman si je dis au tribunal qu'elle a également été menacée. Était-elle? Demanda soigneusement Russell. Avez-vous déjà vu Reynolds menacer votre mère comme il vous a menacé? Travis était silencieux pendant un long moment. Non, il a finalement admis. Elle semblait heureuse avec lui jusqu'à ce que tout s'effondre. Russell posa une main sur l'épaule de son fils. Vous n'avez pas à témoigner si vous ne le souhaitez pas. Et si vous le faites, vous ne dites que la vérité. Ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu. Rien de plus, rien de moins. Travis hocha la tête, un soulagement évident dans ses yeux. Je voulais juste être fini. Ce sera, a promis Russell. Plutôt que vous ne le pensez. Le centre de détention militaire était une structure austère et imposante du béton et de l'acier. Russell a été fouillé, scanné et escorté à travers plusieurs points de contrôle de sécurité avant d'être conduit à une salle de visite. Liam Reynolds était déjà assis à une table en acier, à la main sur un anneau boulonné à sa surface. Il leva les yeux tandis que Russell entra, surprise rapidement masquée par un sourire narquois. « Mon garçon, je ne m'attendais pas à te voir ici. Je voulais te voir face à face, a déclaré Russell, en prenant le siège en face de lui. Pour transmettre un message. Reynolds se pencha en arrière jusqu'à ce que ses contraintes le permettaient. Laissez-moi deviner. Vous êtes ici pour me dire comment j'ai ruiné votre vie, détruit votre mariage, peut-être menacé un peu de justice de prison. Non,
Russell a répondu calmement. Je suis ici pour vous remercier, Reynolds cligna des yeux, clairement lancé par la réponse. Merci pourquoi? Pour m'avoir montré qui était vraiment ma femme. Pour exposer les faiblesses dans ma famille que je peux maintenant aborder. Pour enseigner à mon fils une leçon précieuse sur la confiance et la trahison qui le serviront bien dans la vie. Vous êtes les bienvenus, a déclaré Reynolds sarcastiquement. Autre chose? Oui. Je suis également là pour vous informer que la défense Meridian a mis fin à votre arrangement. La couleur drainée du visage de Reynolds. Je ne sais pas de quoi tu parles. Enregistrez-le, Reynolds. J'ai vu les communications, les transferts, tout. Thomas Hardrow envoie ses regrets, mais vos services ne sont plus nécessaires. Vous avez parlé à Hardrow? Demanda Reynolds, son sang-froid glissant. Nous sommes venus à une compréhension. Meridian s'éloigne de toute cette situation, y compris vous et vos frères. Reynolds se pencha en avant, baissant sa voix. Vous ne comprenez pas avec quoi vous avez affaire, Boyd. Meridian n'est pas seulement un entrepreneur de défense. Ils ont des opérations à l'échelle mondiale, des liens avec les agences de renseignement. Si Harrov se sent menacé, Harrov n'est pas celle qui vous inquiète, Russell interrompit. Je suis toi. Reynolds a ri, mais il n'y avait pas d'humour dedans. Que allez-vous faire depuis là-bas pendant que je suis ici? Russell sourit et quelque chose dans cette expression a fait tressaillir Reynolds. Permettez-moi d'être parfaitement clair, Reynolds. Vous avez menacé mon fils. Vous avez essayé de me faire tuer. Il n'y a pas de prison suffisamment sécurisée pour vous protéger de ce qui arrive si vous mentionnez à nouveau ma famille. Est-ce une menace, Boyd? Parce que je pourrais avoir des EMP ici en ce moment. Ce n'est pas une menace, répondit calmement Russell. C'est une promesse. D'un professionnel à l'autre. Si un mal vient à mon fils, un mal du tout, je vous tiendrai personnellement responsable. Et vous savez de quoi je suis capable. Reynolds l'a étudié, la caisse s'estompe de son expression. Que voulez-vous de moi? 3 choses. Tout d'abord, vous ne mentionnez jamais Travis dans votre témoignage. Pas son nom, pas son implication, rien. En ce qui vous concerne, il n'existe pas. 2 autres. Deuxièmement, vous indiquez clairement à l'accusation qu'Adrien était un participant volontaire à votre opération. Pas de coercition, pas de menace. Elle a trahi son pays et sa famille par choix. Reynolds a souri finement. Jetez votre femme sous le bus? Garçon froid. Elle a cessé d'être ma femme au moment où elle a mis notre fils en danger. Russell a répondu. Et troisièmement, vous oubliez tout ce que vous savez sur l'implication de Meridian. Lorsqu'on vous a demandé qui était l'acheteur domestique, vous ne vous en souvenez pas. Tu ne sais pas. Vous n'avez jamais eu ces informations. Et pourquoi ferais-je tout cela pour vous? Russell se pencha en avant. Parce que si vous ne le faites pas, les enregistrements de vos conversations avec Adrien planifiant ma mort trouveront leur chemin vers certains détenus avec des sentiments particuliers à propos des personnes qui ciblent les familles de soldats. Le genre de détenus qui peuvent vous atteindre dans quelle installation ils vous transfèrent. Reynolds' mâchoire s'est resserrée. Vous bluffant. Ces enregistrements incrimineraient aussi votre femme. Est-ce que j'ai l'impression que je me soucie de protéger Adrien à ce stade? Demanda Russell. Elle a fait son choix. Maintenant, vous faites le vôtre. Les 2 hommes se regardaient les uns les autres. Réalisé, Boyd. Reste à moi à la fin quand il comptait. Vous devriez être fier. Russell s'arrêta à la porte. Je suis fier et c'est la seule raison pour laquelle vous respirez encore. Chapitre 8. Pièce cassée. La procédure judiciaire a traîné pendant des mois. Russell a assisté à chaque audience, chaque motion préliminaire, regardant le système grimper lentement vers la justice. Travis a témoigné une fois, une session à huis clos avec uniquement le juge et les avocats présents. Il a dit la vérité sur les menaces de Reynolds, de la participation volontaire de sa mère, de la nuit que Russell l'avait sauvé des intrus. Liam Reynolds et ses frères ont accepté des accords de plaidoyer plutôt qu'un procès à risque. 25 ans chacun dans la prison fédérale,
aucune possibilité de libération conditionnelle pour au moins 15. Les accusations officielles étaient le complot, la tentative de meurtre d'un officier fédéral et l'espionnage. Le cas d'Adrienne s'est avéré plus compliqué. Le témoignage de Travis contredisant ses revendications de coercition, l'accusation a pris une ligne plus difficile. Son avocat a quand même réussi à négocier une peine réduite. 12 ans éligibles à la libération conditionnelle après 8 en échange de sa coopération continue dans l'identification d'autres membres du réseau Reynolds. Tout au long de la procédure, Russell a maintenu son silence sur l'implication de Meridian. Hargrove a gardé sa fin du marché. Aucune autre surveillance, aucune tentative d'intervention. La confiance de Travis est restée intacte, croissant régulièrement pour ses études futures. La vie s'est installée dans une nouvelle routine. Russell a demandé et reçu un transfert à un poste de formation, lui permettant de rentrer plus régulier avec Travis. Le garçon a commencé la thérapie, travaillant sur le traumatisme de la trahison et de la manipulation. Il y avait des cauchemars, des crises d'anxiété, des moments de rage et du chagrin, mais la guérison progressive a commencé. 6 mois après la condamnation de Reynolds, Russell a reçu une demande d'Adrien pour lui rendre visite en prison. Son premier instinct a été de refuser, mais après en avoir discuté avec le thérapeute de Travis, il a reconsidéré. La fermeture peut être bénéfique, non seulement pour lui, mais pour sa compréhension de la façon d'aider Travis. Le centre de détention des femmes était moins imposant que la prison militaire où Reynolds a été détenu. Mais la sécurité était tout aussi serrée. Adrienne avait perdu du poids, ses cheveux uniques se sont maintenant retirés en une simple queue de cheval. Elle semblait plus petite en quelque sorte, diminuée par le cadre et sa situation. « Merci d'être venu », a-t-elle dit alors que Russell prenait place en face d'elle. « Pourquoi as-tu voulu me voir, Adrien ?» Elle baissa les yeux sur ses mains. « J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir ici aux choix que j'ai faits, aux gens que je blessais et je voulais m'excuser, non seulement pour l'affaire, mais pour tout. Pour trahir votre confiance, pour mettre Travis en danger, pour être si aveugle à ce qu'était Reynolds. » Russell l'a étudié, à la recherche d'une manipulation ou d'une tromperie. Il n'a trouvé que l'épuisement et le regret. « Il est trop tard pour les excuses », a-t-il déclaré. « Enfin, ce qui est fait est fait. »« Je sais », a-t-elle admis. « Je ne m'attends pas à la pardon. J'avais juste besoin que vous sachiez que je comprends maintenant. Comme j'ai complètement détruit tout ce que nous avions. » « Pourquoi l'avez-vous fait ?» Russell a posé la question qui l'avait hanté pendant des mois. « Nous avons eu une bonne vie, une famille. » Était-ce juste l'argent ? Adrien était silencieux pendant un long moment. Cela a commencé comme une affaire. Simple, égoïste. Tu étais tellement parti. Et quand vous étiez à la maison, vous étiez distant. Liam m'a fait sentir désiré. Important. Elle secoua la tête. Les informations sont venues plus tard. De petites choses au début. Vos dates de déploiement, emplacements généraux. Il a bien payé, et cela semblait inoffensif. Russell, répéta Russell, sa voix plate. Je me suis dit que c'était, a-t-elle admis. Au moment où j'ai réalisé ce qu'il recherchait vraiment, j'étais trop profond. Il avait des preuves de mon implication. Si j'avais reculé, je serais de toute façon allé en prison. Vous avez donc décidé de l'aider à planifier ma